Voilà, donc je rappelle le titre et le thème de cette table ronde qui est derrière moi. La logistique industrielle doit-elle et peut-elle s'inspirer de la logistique du e-commerce? Y a-t-il des transferts, donc du e-commerce vers la logistique industrielle? Mais on verra qu'il y a peut-être des transferts dans l'autre sens. Donc c'est un petit peu de tout cela que l'on va parler. Nous allons, dans un premier temps, faire un tour de table des intervenants. Donc une diapo devrait arriver avec les intervenants. Voilà, c'est bon, on est calé. Donc tout d'abord, peut-être Olivier qui va présider cette table ronde. Olivier, vous voulez vous présenter? Merci Bruno. Oui, je suis Olivier Guenenberger. Je suis directeur supply chain de Forestia Seating, avec la responsabilité mondiale de notre supply chain. Merci Olivier. Je vous propose, on va continuer dans l'ordre de la diapo, il n'y a pas de protocole. Donc peut-être Eric. Allez-y Eric, on va tester les micros en même temps. Normalement, il est ouvert. Bonjour à toutes et à tous, Eric Grodemange, PSA Peugeot Citroën. Pour faire simple, je m'occupe des plans de transformation de notre supply chain actuelle et future. D'accord. Ce qui veut dire que quelque part, Olivier, globalement, est fournisseur d'Eric. Absolument, je confirme. Voilà. Très bien. On poursuit avec Hugo en diagonale. Bonjour à tous et à toutes. Hugo Georges. Moi, je suis partenaire au sein du cabinet Michael Page dans le recrutement de cadres et notamment sur la partie supply chez nous. D'accord. Donc, on sera amené à parler des hommes, des femmes, de la formation et de l'intégration dans ces logistiques. Nous repartons sur la gauche avec Richard. Il manque un D à Richard, j'ai l'impression, mais c'est pas bien grave. Je l'aime bien comme ça aussi. D'accord. Bonjour à toutes et à tous, Richard Salibin. J'ai en charge le commerce et le marketing de Jeffco France. Ok, donc pour Jeffco, un mot sur Jeffco, peut-être? Rapidement, un mot sur Jeffco, effectivement très connu dans la galaxie automotive, puisque ex-filiale toujours filiale du groupe PSA, mais qui est cependant le deuxième prestataire logistique en France, avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards, donc avec une diversification très étendue de nos market lines, puisqu'on n'est pas présent que dans l'auto, mais aussi dans le monde de la grande distribution, dans le monde de l'industrie au sens large. D'accord. Très bien. Vous voyez que le monde de l'automobile et de l'industrie traditionnelle lourde est bien représenté avec des industriels et des prestataires. Et puis on a quand même, heureusement, le monde du retail qui est présent avec Jean Laborde pour la Fnac. Bonjour à tous. Moi, je suis en charge de l'approvisionnement de la Fnac, donc pour toute la France, puis également pour une partie sur la Belgique et la Suisse. Donc ça représente près de 150 magasins, 2,8 milliards d'achats. Et puis je suis également en charge du référencement et puis de toute l'activité enrichissement du site internet. D'accord. Comme ça, un nombre de références au niveau de la Fnac, c'est quoi aujourd'hui? Si on doit annoncer un nombre de produits et en magasin et en ligne, c'est quoi? Alors, et en magasin et en ligne, aujourd'hui, on pilote, mes équipes pilotent plus de 7 millions de points de stock. D'accord. Et après, en nombre de références unitaires, on est sur un catalogue de 3 millions de références. D'accord. Différentes. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation succincte. Moi-même, en tant qu'animateur de cette table ronde, je suis ni dans le monde du retail, ni dans le monde de l'industrie. Je suis enseignant-chercheur dans une université donc à Nantes et je travaille depuis une quinzaine d'années sur les problématiques des logistiques du e-commerce et de la logistique urbaine. Alors on va introduire, et c'est le président Olivier Guenenberger qui va le faire, on va introduire un peu les propos de cette table ronde, puisque Olivier, vous avez participé à cette préparation de table ronde. Merci. L'homme de Néandertal n'a pas évolué pour donner l'Homo sapiens. La Western Union, qui était le principal opérateur de télégraphe aux États-Unis, a refusé l'invention de Graham Bell au XIXe siècle. La vente par correspondance n'a pas inventé Amazon, n'a pas inventé le système des ventes privées. Et de même, la logistique traditionnelle, la logistique industrielle et de distribution n'a pas été à l'origine de la logistique du e-commerce. Celle-ci a émergé, je dirais, de manière indépendante au début des années 2000, à la fin du XXe siècle. Et elle a atteint aujourd'hui une certaine maturité avec des métiers, avec des processus, avec une culture différente de celle de la logistique traditionnelle. Et la question qu'on s'est posée en imaginant cette table ronde,
c'était effectivement qu'est-ce que cette logistique du e-commerce devenue mature, qu'est-ce qu'elle peut apprendre, qu'est-ce qu'elle doit aller chercher dans la logistique traditionnelle, et puis également qu'est-ce que la logistique traditionnelle peut apprendre de cette nouvelle logistique. Très bien, merci Olivier pour ces éléments. Donc on rentre dans une logique de rupture, plus de continuum entre les sphères. Avant de laisser la parole à nos intervenants qui vont donner leur point de vue, comment ils le vivent, soit du côté industriel pur, soit du côté retail, soit du côté de la prestation logistique ou encore soit du côté de la formation, je vais rappeler quelques clichés importants pour situer, pour situer un petit peu ces schémas de rupture que vous avez connus vous-même en tant qu'acteur de la logistique. On a connu, c'était jusqu'aux années 2000, le début des années 2000, nous étions dans une logistique dite traditionnelle, à la fois industrielle et de retail, où on avait l'habitude, à travers les magasins, d'aller faire nos achats, nous, consommateurs, et donc on avait une logistique classique, très organisée, très optimisée, sur laquelle on va revenir, avec des entrepôts, des plateformes en amont, avec des schémas parfois complexes d'approvisionnement international, et puis on avait en point de chute... pour atteindre le consommateur, il fallait lui demander un effort qu'il vienne en magasin. Ça, c'est le premier schéma avec, vous voyez, des flux qui étaient en sens parfois inversé et un magasin qui avait un rôle fondamental. Et puis, on a connu une deuxième période, c'est le début des années 2000. Le développement du e-commerce est là et on commence à voir des discours qui se font et qui tendent à prouver et à dire demain, les magasins n'existeront plus, tout le commerce se fera en ligne. Et donc, les magasins vont disparaître. Il y a des modèles d'excellence qui se sont développés à l'époque. C'est entre autres le modèle de Dell, qui a évolué depuis. Et donc, on a des flux qui sont plutôt des flux directs, du type du fournisseur, du fabricant même, donc du producteur jusqu'au consommateur, des flux descendants, puisque bien sûr, le consommateur, on lui a promis de le livrer chez lui, et même parfois gratuitement. Donc, c'est quand même génial. Et aujourd'hui... Et il en sera question, notamment, je crois, à travers les propos de Richard. Richard en parlera. On revient sur des schémas de type B2B2C, où on se dit, mais finalement, pour atteindre le consommateur, les intermédiaires sont importants. On a voulu, dans la rupture, on a voulu casser l'intermédiaire. Le magasin était un intermédiaire. On a des intermédiaires, des intermédiations, mais il faut réintermédier. Et c'est le travail des prestataires qui vont réintermédier. Parce que le consommateur, pour le livrer, il faut bien des intermédiaires, au moins ceux du dernier kilomètre. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le magasin peut jouer ce rôle d'intermédiaire. Et je pense que Jean parlera pas mal au niveau de la FNAC. On parle beaucoup de l'omnicanal, du multicanal. Il en sera question. Les magasins présentent des atouts dans cette distribution. Donc, on va dire que le e-commerce n'a pas forcément annihilé ou du moins supprimé la logistique traditionnelle complètement, mais peut-être qu'il s'appuie également dessus. Alors, encore quelques mots sur des chiffres, sur l'e-commerce. Je m'appuie sur la FEVAD. La FEVAD qui donne des chiffres. N'oublions pas que les e-commerçants, majoritairement, la FNAC est un grand e-commerçant, mais majoritairement, ce sont des petits commerçants avec, vous voyez, 3-4 transactions en moyenne par jour. Donc des acteurs qui ne sont pas forcément capables d'optimiser seuls leur logistique, en entreposage, en préparation, en transport. Et c'est la très grande majorité des acteurs du e-commerce. On sera certainement amené à un moment donné, les uns ou les autres, à parler de ce concept du web to store, et donc reliant à nouveau les magasins, ce qu'on appelle encore le repos, research online, purchase offline. Je fais ma recherche en ligne, mais j'achète en dehors. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une certaine émulation entre les deux. Et donc, est-ce qu'on a intérêt? Est-ce qu'il faut continuer à séparer les deux mondes? Peut-être pas complètement, à voir. Voilà, je terminerai par quelques chiffres les plus récents qui existent sur les livraisons des e-commerce, des internautes, des consonautes. Jusqu'à maintenant, c'était la livraison à domicile, LAD, qui dominait. Elle est encore très présente. Mais on voit d'autres modes qui se développent, les points relais, de plus en plus les retraits en magasin, et puis les consignes commencent à pointer leur nez. Les consignes automatiques, et on verra sur le salon, vous verrez sur le salon, vous avez des prestataires qui font de la consigne automatique. Et quand on écoute et qu'on entend les attentes des consonautes pour l'année qui vient, ils disent tous, écoutez, livrer à domicile, peut-être, bien sûr, c'est intéressant, mais peut-être un peu moins que d'habitude. Faire des retraits en point relais, Kiala, Mondial Relais, Relais Colis ou Pick-up Service, par exemple, voire Casino pour le groupe, pour Cdiscount en particulier, peut-être, mais peut-être moins qu'avant aussi. Mais surtout, aujourd'hui, il y a une attente sur le click and collect en magasin.
On parlera même du click and mag. C'est Jean qui en parlera. On verra ce que c'est que ce concept. Et puis, apparemment, les consignes automatiques qui ont l'avantage d'être toujours accessibles, a priori, même si elles sont peu nombreuses pour l'instant, pourraient également apporter des éléments nouveaux. Je m'arrêterai là pour ces premières considérations globales plutôt e-commerce, et notamment sur ces schémas de rupture. On a eu des schémas de rupture, et aujourd'hui, après 15 ans de fonctionnement du e-commerce et des enseignements, on se pose des questions parce qu'a priori, ça se croise pas mal. On parle de flux croisés en logistique, et dans ce monde, on le constate également. Alors, je vais demander tout de suite à l'industriel, à Eric, pour le groupe PSA, de nous dire un petit peu comment au niveau du groupe, il a vécu notamment ces transferts entre le e-commerce, comment le e-commerce a impacté peut-être la chaîne industrielle traditionnelle qu'on connaît bien. Absolument. La première réflexion que je me suis faite quand j'ai pris connaissance du sujet, c'est que j'aurais plutôt remplacé logistique par supply chain, tant le e-commerce a favorisé la transformation de nos métiers et a fait passer la logistique vécue comme un mal nécessaire à une supply chain créatrice de valeur et même avantage concurrentiel. Donc indépendamment de ça, puisque finalement le e-commerce de produits physiques, c'est quoi? C'est une bonne idée orientée client, quelques lignes de code informatique intelligentes et beaucoup de supply chain de logistique. Alors quand tire-t-on côté industriel, et évidemment le e-commerce est une source d'inspiration. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la prévalence de l'expérience client. Internet et le e-commerce a mis en avant le client encore plus que par le passé. Si je voulais caricaturer, je dirais qu'on a des clients qui deviennent ultra connectés, zappeurs, ambassadeurs ou détracteurs très facilement de nos marques sur Internet, tribaux et impatients. Je vais essayer de voir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau des concessions, ça a remis en cause un petit peu les réseaux de distribution dans le domaine de l'automobile, le vôtre en particulier ? Oui et non. Alors, on est dans une logique repos, c'est-à-dire que 90% de nos clients s'informent sur Internet avant de faire un achat éventuellement en concession. Donc, il y a déjà un lien extrêmement fort entre nos bases Internet et l'expérience client en point de vente. Mais la première chose que je tire de ça, c'est un décloisonnement complet à la fois de nos activités, mais également entre secteurs. Et pour répondre à la première partie de la question, est-ce qu'on doit s'en inspirer? Je dirais oui, parce que quelqu'un qui ne regarderait pas aujourd'hui ce qui se passe ailleurs, et même dans d'autres types d'industries, risquerait une mort certaine. Deuxièmement, ce que ça implique, c'est la nécessité d'avoir des processus de commande et de livraison extrêmement agiles. C'est le consommateur qui décide l'ordre dans lequel il veut faire son achat. Il veut commencer par l'offre de reprise, il veut commencer par un financement éventuellement ou par d'autres biais. Et pour vous donner quelques exemples, on peut depuis quelques semaines payer son acompte en ligne. On paye toujours. On paye toujours, ça c'est la bonne nouvelle. On peut payer son acompte en ligne sur Citroën Car Store. On peut commander un véhicule électrique en ligne pour Peugeot par exemple. Ça nous a amené à refondre nos systèmes informatiques de configuration véhicule dans nos sites internet. Et on refond également tous nos systèmes informatiques de commande, de distribution et de programmation pour s'adapter à cette agilité nécessaire. L'autre élément que je tire de ça, c'est une exigence accrue sur l'exécution. Ce qui me frappe quand je discute de supply chain avec d'autres dans le e-commerce, c'est qu'ils me disent tous le 100% de taux de service devient la norme. Et ça veut dire pour nous améliorer considérablement la fiabilité de nos délais annoncer aux clients et de tenir cette exécution. Donc il y a une espèce d'exigence supplémentaire à avoir une exécution parfaite. Est-ce à dire que le cycle justement de fabrication a été diminué parce qu'on sait que l'internaute il attend pas beaucoup, il n'aime pas trop attendre parce qu'en plus on lui promet d'être notamment... J'y viendrai après, mais je vais juste terminer rapidement le premier point. Sur cette exigence accrue, par exemple, sur Citroën, vous pouvez noter sur Citroën Advisor votre perception de la qualité de service à la livraison et également à la prévente d'ailleurs. Ce qui est un fantastique outil pour tirer le progrès à la fois dans nos réseaux, en qualité de service, et dans nos processus internes. Et le dernier point que je voulais aborder sur cette expérience client, c'est que nos clients deviennent tribaux et ça implique pour nous une personnalisation croissante de nos véhicules avec une extraordinaire
prolifération de combinatoires possibles dans nos véhicules et les options. Et ça nous a obligés à revoir complètement nos modes de fonctionnement de logistique interne. Vous avez l'idée un petit peu de cette combinatoire possible, là, de toutes les possibilités? Ça peut atteindre des millions, Ah oui, c'est ça. Oui, des millions de combinatoires pour un modèle donné. Évidemment, on vend pas toutes ces versions, donc il faut être extrêmement agile. Par exemple, en logistique interne, on a du coup introduit le kitting. D'accord. Où on fait des hôtes de kit, on crée un kit spécifique pour chaque véhicule en fonction de la séquence de fabrication qu'on amène sur la ligne, et ça nous permet de nous affranchir d'un certain nombre de contraintes de mix et de variation de volume. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est exactement le sens de votre question, c'est l'accélération du temps. Les anciens s'en souviendront sûrement, la Redoute créait le buzz, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, avec le 48 heures chrono il y a quelques années. Maintenant, Amazon parle d'une livraison en 3 heures aux États-Unis. Il me semble que le vecteur temps n'a plus la même valeur. Et ça veut dire pour nous quoi? Ça veut dire réduire considérablement tous les lead times de toutes nos opérations, parce que je suis persuadé que le consommateur qui est par ailleurs, nos clients qui sont par ailleurs consommateurs de Fnac.com, de Uber ou d'autres services en ligne, vivront de plus en plus difficilement des délais de plusieurs semaines pour toucher leur voiture. Ça veut dire concrètement pour nous des processus de fabrication qui doivent devenir extrêmement agiles, avec des équipements qui sont polyvalents, du plug and play, des équipements reconfigurables, mobiles. Et donc c'est toute notre architecture industrielle interne de fabrication qui est en train d'évoluer. Et la deuxième chose, et ça va de pair, parce que ça ne sert à rien d'avoir des usines agiles si nos fournisseurs ne sont pas agiles ou si l'ensemble de nos partenaires de la supply chain ne sont pas agiles, ça veut dire un travail beaucoup plus étroit en collaboration avec l'ensemble de nos fournisseurs, notamment pour partager des capacitaires de manière interactive. Et c'est un message fort pour tous nos partenaires et nos fournisseurs ou transformateurs de véhicules. Troisième élément, c'est la data. Donc, c'est venu d'abord par le e-commerce pour le ciblage client et c'est utilisé d'ailleurs intensivement par nos marketing. Maintenant, ces technologies arrivent dans l'industrie et ça nous permet d'envisager beaucoup d'applications. Je vous en citais quelques-unes. Peut-on, par exemple, tenir compte des configurations que font nos clients sur nos sites internet quand ils recherchent un véhicule pour améliorer notre programmation, notamment le mix qu'on prévoit de fabriquer. Deuxièmement, la maintenance prédictive avec des machines capables de remonter des taux d'usure et qu'on peut utiliser. La qualité prédictive avec une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus intelligente des défauts, gestion de l'énergie, etc. Et j'ajouterais que Big Data et Cloud, ça décloisonne nos SI, qui était un des freins à ce décloisonnement de nos activités. Quatrièmement, enfin, l'évolution des business models. Pour caricaturer, si je devais retenir quelque chose de 2015, indépendamment du redressement spectaculaire de notre entreprise, ça aurait été la montée en puissance d'Uber et de Blablacar dans le monde, dans l'automobile, avec une nouvelle vision de la mobilité qui s'accentue et que le e-commerce contribue à accentuer. Je vous donne un exemple de réaction sur ce nouveau business model qu'on a décidé de faire chez PSA. Il ne vous aura pas échappé qu'on a acquis récemment Mister Auto, qui est un des leaders de la vente en ligne de pièces de rechange. Et c'est pour nous une toute nouvelle façon d'apprendre une toute nouvelle façon de commander, d'acheter, de livrer par rapport à ce qu'on faisait avant. Et puis dernier point, on voit l'économie collaborative et ça j'en tire des applications possibles dans le transport. Peut-être que Jeffco nous en parlera, avec l'arrivée de plateformes logistiques, de marketplace, de logistique as a service comme concept, qui peuvent nous amener à réduire nos coûts de transport et nos temps de groupage sur nos différents parcs. Voilà quelques éléments de réflexion que je voulais partager. Merci Eric. Déjà quelques questions, remarques, et puis peut-être qu'Olivier, en tant que fournisseur, en aura aussi. Je me mets à la place du particulier. Aujourd'hui, quel est le temps qu'accepte d'attendre un particulier quand il passe sa commande d'une voiture en général? C'est quoi la tendance aujourd'hui? Aujourd'hui, pour vous donner une idée, en Europe par exemple, PSA, on livre environ en 5 semaines nos véhicules, mais ça c'est constitué d'un mix de make to order et de vente sur stock. C'est ça. Si on regarde le make to order, il faut compter quelques semaines de plus. D'accord, oui bien sûr. Mais par contre, effectivement, si on est sur un modèle un peu plus standard, ou si une partie des éléments le sont, c'est de l'assemblage, on va dire, vous parliez de plug and play, on peut arriver à des schémas courts. Au plus court, ça peut être quoi? Une dizaine de jours. Une dizaine de jours, c'est ça. On n'est quand même pas aujourd'hui dans un stade de la livraison le jour même. C'était au niveau du e-commerce, on a beaucoup parlé l'an dernier de same day delivery.
Donc la livraison le jour même, on parlait d'Amazon tout à l'heure, la livraison en 3 heures. Aujourd'hui, sur Paris, il y a des acteurs avec des spécialistes du 1 km qui sont capables de livrer dans l'heure. Et aujourd'hui, pour ne pas citer ce grand qu'on cite souvent au niveau du e-commerce, on a des concepts où on dit, écoutez, on peut même vous livrer avant que vous n'ayez passé commande. Vous allez parler tout à l'heure, je crois, du prédictif. Je n'en dis pas plus, mais c'est vrai que c'est important. Demain, effectivement, peut-être qu'on fera des retours avant même d'avoir commandé. C'est-à-dire qu'on rentre dans des schémas qui sont assez complexes. Hein, la commande n'est pas passée, mais l'incitation est forte. Et on est en mesure de savoir, via la data, la fameuse data, de connaître ou d'appréhender le comportement du consommateur. C'est un des leviers pour accélérer considérablement nos délais, notamment en make-to-order, Oui. et de manière à mieux anticiper les capacités nécessaires. Notre bottleneck dans l'automobile, c'est les capacitaires. Oui. Hein, quand on voit la diversité qu'on gère, donc c'est bien ça qu'il faut essayer d'améliorer. Et puis sur la livraison, on a tout un tas de processus administratifs qui font aujourd'hui qu'on n'est pas capable de livrer en un jour, mais peut-être que ça peut être une cible intéressante de progrès. Peut-être, j'interrogerais bien, moi, Olivier, en tant que fournisseur de l'industrie automobile notamment, peut-être comment il a été impacté, on l'a bien compris, il est forcément impacté en amont au niveau de la chaîne, hein, même si le e-commerce globalement intéressait d'abord PSA parce que ses clients sont des particuliers. Comment Faurecia, par exemple, vit cet impact à un deuxième niveau en tant que fournisseur de premier rang? Alors, il y a deux éléments très intéressants dans l'intervention d'Eric. Le premier, effectivement, que la supply chain devient un facteur différenciant et que nos clients, alors PSA et d'autres également, attendent non seulement qu'on leur livre des composants, des sièges, des systèmes d'échappement, des tableaux de bord, mais ils attendent également le service et la collaboration dans la gestion du flux physique et d'informations qui accompagne le produit. Donc cette culture de l'e-commerce et les attentes du client finalement infuse dans la totalité de la chaîne pour transformer la supply chain en un élément clé de l'offre de service. Merci. Je reviendrai sur l'économie collaborative. On est en plein dans cette tendance aujourd'hui. Ça doit impacter également les ventes, peut-être pas encore de manière significative, mais on peut s'y attendre. On parle beaucoup de partage, d'économie partagée. Comment vous le ressentez, vous, en tant que constructeur automobile? On sait qu'une voiture, on ne l'utilise pas forcément tout le temps. Et puis on sait que si on est urbain, c'est quand même pas simple d'avoir justement ce véhicule. Comment vous le vivez et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'impact que ça a sur votre modèle? Alors on regarde évidemment de très près tout ce qui touche aux offres de mobilité et au développement de ces offres. Bon, la bonne nouvelle derrière, c'est que pour être mobile, il faut toujours une voiture. D'ailleurs, j'ai lu une enquête récemment qui disait que le développement de la mobilité et finalement de l'usage de la voiture partagée qui est plus rapide va plutôt augmenter le marché de l'automobile que de le diminuer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, premièrement, en tant que fournisseur d'automobile. Le deuxième élément, c'est évidemment le positionnement qu'on peut avoir, mais j'en dirai pas plus, sur le fait de devenir ou pas un acteur de la mobilité au-delà de la production ou de la vente d'automobiles. D'accord. Très bien. Je vous propose de poursuivre avec le monde du retail. Avant de passer la parole à Jean, on m'a prévenu tout à l'heure à midi, hein, nous observerons au niveau du salon une minute de silence. Donc ne soyez pas surpris, la table ronde ne sera pas terminée, mais on se calera sur l'ensemble du salon. Voilà. Alors, Jean, donc côté Fnac, côté retail, donc c'est un autre monde. On a envie de dire peut-être que là, c'était plus visible d'emblée, l'impact du e-commerce sur la chaîne du retail, devenu un peu e-tail par la suite. Oui, alors c'était un petit peu plus visible et à la Fnac, c'est vrai qu'on a vécu un peu deux révolutions et deux impacts forts. Le premier, c'était l'arrivée effectivement dans les années 2000 de e-commerçants qui venaient un peu percuter le monde traditionnel du commerce avec le retail et des magasins en dur. Et puis nous, en tant que distributeurs de produits culturels également, on a vécu une deuxième révolution qui se continue, c'est la digitalisation des supports avec la dématérialisation de CD, DVD, etc. qui sont... C'était un passage obligé pour vous? Bon, il y avait le e-commerce qui arrivait, mais en même temps... Et en même temps, voilà, une digitalisation qui transforme effectivement la manière de distribuer les produits, qui n'est plus du coup physique, mais qui devient aussi virtuel. Donc il y avait peu une double transformation et un enjeu très important d'arriver à réagir
Et nous, ce qui nous a, voilà, dans la trajectoire, et puis j'ai repris ici quelques dates qui montrent l'évolution de la partie supply chain et de la manière dont on distribue physiquement, c'est que du coup on se concentre à terme finalement à toujours suivre ce que le consommateur recherche et à le servir le mieux qu'on peut, et non pas en opposant, comme ça a été fait quand même pendant quelques années, en disant le e-commerce vient percuter le monde du retail traditionnel, et donc il y en a un des deux mondes qui va survivre et voilà, et un des deux qui va mourir. Alors qu'en fait, ce qu'on est en train de voir au final, c'est qu'il y a bien le meilleur des deux qui se combinent pour répondre aux attentes des consommateurs. Donc, et un consommateur, une journée, va avoir envie d'un choix très très large, et donc une réponse de e-commerçant va être la bonne idée, parce qu'il n'est pas forcément très pressé. À l'inverse, pour acheter des produits où on a besoin de conseils, sans aller jusqu'à l'automobile, mais sur des produits techniques, aller rencontrer un vendeur dans un magasin, pouvoir voir le produit physiquement, c'est quand même toujours plus rassurant pour le consommateur que de voir une fiche, aussi belle soit-elle, avec des animations et de la vidéo. Il y a une complémentarité des deux canaux, quoi, c'est clair. L'un tire l'autre. L'un tire l'autre. Et alors le repos, c'est vrai que c'est un phénomène, mais on peut le traduire aussi dans les deux sens. Oui. Finalement, il y a le research online, purchase offline, et puis on peut mettre le haut dans l'autre sens, oui, bien sûr. En disant finalement, on a aussi des clients, consommateurs qui sont venus, c'est plutôt le phénomène de showrooming en magasin, ou qui sont venus voir des produits en magasin et puis qui après finalement vont transformer en ligne depuis chez eux, en choisissant un mode de livraison qui leur convient. Ce qui veut dire qu'il devient de plus en plus difficile de devoir, pour un commerçant, de devoir dire voilà le chiffre d'affaires que l'on fait de manière traditionnelle en B2B, on va dire, ou magasin, on va dire chiffre d'affaires magasin et chiffre d'affaires en ligne. À un moment donné, on le faisait. Aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il y a que les canaux ne sont pas étanches et que le consommateur peut très bien faire sa recherche en magasin ou en ligne et vice-versa, ça devient de plus en plus difficile. Oui, ça devient de plus en plus difficile de tracer. Effectivement, les flux, qui a pris la commande, qui a réalisé la vente et qui possédait le stock. Oui. Donc finalement, entre ces trois points, à qui est-ce qu'on attribue le bénéfice de la vente? Il faudrait peut-être le reconnaître plusieurs fois dans l'entreprise finalement pour valoriser le travail des uns et des autres. Et nous, ce qu'on a mis en place à la Fnac, c'est finalement de lever ces barrières en disant, notamment pour les magasins qui pouvaient être un petit peu frileux face au canal e-commerce, de leur dire si vous réalisez une vente et vous prenez une commande client, finalement vous allez avoir le chiffre d'affaires même si le stock n'était pas dans le magasin et puis qu'il vient d'ailleurs. Ce qui est important. Ce qui est très important. Ce qui en même temps en amont complexifie le système d'information ou le suivi des ventes notamment. J'imagine, c'est pas tout simple. Oui, il y a le suivi des ventes, effectivement, qui est un traitement un peu a posteriori de tout ce qui est facturé par toutes les entités et tous les sites, donc le magasin et puis les entrepôts. Et puis il y a toute la partie gestion des stocks. Comment est-ce que ces stocks se retrouvent en temps réel, disponibles 24 heures sur 24, finalement, sur une plateforme e-commerce, internet, accessible sur le web, pour donner la visibilité aux clients de aller retirer le produit en magasin ou de l'acheter, de le faire livrer directement sur internet. Est-ce qu'on peut dire qu'au final, le e-commerce, ça a été pour une chaîne comme la Fnac un moyen de survivre dans un premier temps? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est un peu fort? Ou est-ce que ça a été un passage obligé, on le comprend bien, mais c'était ça ou mourir quelque part? Il y a un peu de ça, effectivement. En tout cas, le e-commerce, ça a été aussi créé à la Fnac un peu, il y a en fin 99, 2000, créé comme une petite start-up un peu à part, en se disant faut qu'on se lance là-dedans pour voir un peu ce que ça donne. Et puis petit à petit, au fur et à mesure où ça s'est développé et ça a grandi, au niveau des logistiques, le fait d'avoir un pure player dans son coin, il a aussi une problématique de taille critique. Et donc il va avoir besoin de faire des investissements pour développer sa logistique pure e-commerce, mais également d'avoir un réseau pour diffuser les produits et assurer la livraison. Donc c'est pour ça qu'en 2007, on a rapproché la logistique industrielle magasin, qui est chez nous quand même assez mécanisée, et la logistique Internet, pour mutualiser et avoir des enjeux de massification, notamment sur les transports vers la province. Et puis petit à petit, c'est ça, c'est ces deux mondes, logistique industrielle et logistique e-commerce, se sont
échanger en fait des bonnes pratiques dans un sens et puis des enjeux sur la qualité de service également, qui a été un élément très fort apporté par le e-commerce, qui a amené une obligation de résultat, un enjeu de qualité de service qui effectivement sur la partie logistique historique, magasin, était quand même beaucoup moins important. D'accord. Est-ce que, tout à l'heure on parlait des délais, de la promesse de livraison, et on sait que c'est quelque chose d'important pour un consommateur quand il va faire son choix d'un produit par rapport à une concurrence qui peut être relativement importante. Que pensez-vous de cette course effrénée à la vitesse ? On a parlé de la livraison du même jour, la livraison sous 3 heures. Aujourd'hui, comment la Fnac réagit-elle ? Est-ce que c'est facile à tenir ? On imagine que vous avez en face de vous des acteurs relativement puissants. Est-ce que vous êtes uniquement un suiveur ? Est-ce que vous êtes également force de proposition ? Comment ça fonctionne ? Et est-ce qu'on va, entre guillemets, s'arrêter un jour ? Puis après, on demandera au prestataire s'il peut faire des miracles. Alors, je vais déjà répondre sur la première partie de la question, c'est est-ce qu'on est un suiveur et puis quel est notre positionnement par rapport à l'offre de service en termes de livraison. Aujourd'hui, on essaye de proposer à nos clients, qu'ils soient internautes ou en magasin sur les zones de chalandise, le meilleur niveau de service qui existe aujourd'hui dans l'offre de transport. Donc ça va aujourd'hui avec de la livraison 2 heures chrono dans certaines agglomérations en France. Pour l'urbain, quoi, dans les grands centres-villes. Exactement, pour les grands centres-villes. Et là, pour réaliser ça, on utilise le stock avancé finalement des magasins. Merci les magasins. Donc B2B2C. Du coup, voilà, exactement, c'est du B2B2C. Merci les magasins. Avec des courses à partir des magasins, puisqu'on a des faibles distances à faire. Ensuite, ça c'est sur le CMD Delivery. On a également la partie click and collect, donc c'est je viens retirer dans un point de vente en 1 heure. Donc ça c'est pareil, merci les magasins. Finalement pour le CMD, on voit que le magasin a quand même un avantage concurrentiel très fort, c'est qu'il est au cœur de la zone de chalandise, et donc c'est un stock qui est très avancé par rapport à des entrepôts. Oui. Pour le next day, donc le J+1, là, l'entrepôt garde une force très importante, c'est la largeur de l'offre qui est capable d'être proposée. Parce qu'un magasin, il y a un moment, il est quand même réduit en surface et donc on doit faire un choix d'assortiment. Voilà, donc même un gros point de vente aujourd'hui, il va avoir 150 000 références stockées différentes, disponibles, alors que sur les entrepôts, on peut dépasser 500 000 facilement. Alors une question qui n'est pas nécessairement de la provocation, mais je crois que la Fnac vend sur son site des produits qui viennent d'autres e-commerçants. Vous avez une partie qui est une place de marché quelque part. Voilà. Oui. Donc finalement, est-ce que vous êtes concurrent avec des prestataires logistiques comme Jeffco ? Alors nous, on propose sur notre place de marché des produits, mais non, je ne pense pas qu'on soit concurrent. Jeffco va réaliser du transport et potentiellement donc travailler pour les vendeurs marketplace, pour l'acheminement des marchandises. Mais non, je ne pense pas qu'on soit concurrent. Ok. Non, pas obligatoirement, effectivement. Richard aura l'occasion de développer cet aspect après et de prestataire. Je voudrais qu'on termine sur les coûts logistiques. Quand on promet cette livraison au consommateur qui est exigeant, il n'est pas facile parce qu'il est zappeur, il est nomade. S'il se dit, si je ne trouve pas à la Fnac, il va aller voir sur Amazon. Si je ne trouve pas sur Amazon, j'irai voir chez un autre. Et puis, le produit fait la différence. Mais on l'a très bien dit tout à l'heure, Eric a très bien insisté, la supply chain et la e-supply chain, aujourd'hui, est un élément de différenciation dans la chaîne de la valeur. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est devenu fondamental. C'est pas forcément facile à répercuter ce coût logistique, livrer rapidement. Ça coûte quand même quelque part. Est-ce que c'est, sans on va dire, dévoiler des secrets de fabrique, en quelque sorte, est-ce que c'est facile à tenir par rapport à des grands qui promettent parfois un peu la lune ? Alors c'est sûr que les coûts d'acheminement des commandes e-commerce à domicile sont énormes si on les compare au coût d'amener de la marchandise dans un magasin. Donc il y a une préférence déjà pour venez donc au magasin. Voilà, en plus il y a l'additionnel, ça peut être intéressant. Et il y a de l'additionnel. D'accord. Donc après toute la stratégie, c'est
proposer ce service de livraison à domicile quand le client l'exige et que finalement on n'est pas capable de lui proposer une solution alternative qui va quand même réaliser la transformation pour essayer soit de le ramener dans un magasin, de faire une livraison dans un point relais qui est un petit peu moins cher qu'une livraison à domicile. Voilà, c'est toutes ces stratégies-là de ramener un peu les clients vers les magasins qu'on met en avant par de la remise, de la livraison offerte en magasin par rapport à de la livraison à domicile. D'accord. Ok. Il y a un enjeu de fidélité qui est énorme, qui fait on est quand même obligé d'aller vers cette tendance. Ça devient une commodité finalement qu'on est incapable de refuser aujourd'hui. Tout à fait. Vouliez-vous ajouter quelque chose sur cette première partie avant de laisser la parole à Richard? Non, on pourra revenir avec des questions. Ok, très bien. Donc on va enchaîner avec le prestataire. On va se dire, que vient faire un prestataire dans ce monde qui évolue rapidement? Alors, on a parlé de Jeffco un petit peu, connu dans la sphère automobile. On revient à l'industriel. Et Richard, vous vouliez préciser un peu les choses là-dessus au niveau de l'industriel, justement. Oui, effectivement. Moi, j'ai eu un débat déjà pour participer à cette table ronde, dans le sens où quand j'entends logistique industrielle, je raisonne toujours logistique amont. Et quand j'entends logistique e-commerce, je raisonne obligatoirement logistique plutôt aval, donc sur des flux de distribution, effectivement, en temps extrêmement court et en flux unitaire. Ce qui est important pour effectivement revenir sur le débat de la table ronde, pour moi, logistique industrielle égale planification, ordonnancement, égale protocole, donc flux extrêmement organisé, avec des enjeux économiques qui sont liés à la massification. D'où l'apparition notamment dans le monde de l'automobile de Milcron. Donc comment je mets en place des moyens mutualisés pour aller collecter des pièces chez différents fournisseurs, de telle façon que mon coût soit réduit. Donc ça, c'est ma vision de la logistique industrielle. Après, on pourrait l'appeler aussi effectivement logistique un peu plus classique. Traditionnelle, c'est ça. Traditionnelle, issue du monde du commerce aussi traditionnel. Et dans la logistique de distribution, en tout cas pour les prestataires, jusqu'à maintenant, en règle générale, on approchait simplement entre les entrepôts et les magasins. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et on était à peu près sur les mêmes enjeux. Comment réussir à structurer, organiser et avoir une offre industrialisée, en tout cas, de ces prestations pour aller chercher de l'efficience tant en termes de qualité, mais surtout en termes de compétitivité. C'est ça, il y a le côté massification qui est très fort derrière. Exactement. Si on vient maintenant à la logistique du e-commerce, pour moi, c'est une logistique dite impulsive, puisqu'elle est liée au comportement du consommateur, l'impulsion d'achat, dont on est tous. Quand on est le dimanche soir devant Amazon, la plateforme Amazon, ou que ça soit venteprivée.com, tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai une bonne affaire à faire, et j'y vais. Par contre, effectivement, on l'attend le lendemain. D'où les notions d'optimisation n'existent plus, puisque derrière, que ce soit pour le e-commerçant et le logisticien qui va traiter ce flux de distribution, on est beaucoup plus dans une logique de réactivité pour distribuer un produit unitaire. C'est ça, on est en 1-to-1, chose qui est connue dans l'automobile. Dans l'automobile, on est en 1-to-1 essentiellement. Et dans le cas du e-commerce, c'est le cas. Mais avec des valeurs du panier d'achat un peu différentes. Qui sont différentes, complètement. Où le prix de la distribution logistique est largement dilué, eu égard au prix du e-commerce, puisqu'on est sur des valeurs de panier et c'est-à-dire que c'est un métier difficile et sur lequel un prestataire n'a pas toujours intérêt à aller. Quand on regarde l'offre aujourd'hui sur le marché de la prestation logistique, il est clair que sur l'approche logistique industrielle et l'approche logistique e-commerce, on a des offres extrêmement segmentées aujourd'hui. Donc les notions de mutualisation n'existent pas encore réellement, puisqu'on est sur des réseaux. Alors si je reviens à la rigueur vers le e-commerce, on est plutôt sur de la distribution via messagerie ou via de l'express. Et on voit bien que les réseaux spécialisés en e-commerce ne traitent absolument pas des flux un peu plus massifiés, un peu plus lourds. On parle de palettes en termes de transport. Et il n'y a pas de concurrence aujourd'hui entre Chronopost et le réseau de messagerie Jeffco, par exemple. Voilà, ça c'est clair. Cependant, ce qui peut unir les deux mondes et les deux approches logistiques dans le pilotage, ce sont les notions d'enjeux. Alors, les enjeux, on les retrouve aujourd'hui effectivement à travers nos clients. Et là, moi, je vais reprendre aussi ma casquette d'ancien directeur supply chain du groupe Manitou ou de responsable logistique chez Renault. On est toujours dans cette recherche d'avoir une vision étendue de la supply chain, c'est-à-dire de mettre en corrélation ou en relation directe le client final avec les fournisseurs. Donc, cette approche-là, c'est le lean management aujourd'hui, dans les mots un peu modernes, mais l'enjeu final, c'est la proactivité. Comment je peux être extrêmement proactif? Ça, pour les e-commerçants, c'est devenu un enjeu aujourd'hui stratégique de différenciation,
Mais pour les industriels, c'est devenu maintenant un enjeu de compétitivité. Cette proactivité qui va me permettre de réduire mes stocks, qui va permettre de mieux optimiser ma supply chain et donc de réduire les coûts d'approvisionnement, voire les coûts de distribution. Ce qui veut dire renforcer la communication avec les donneurs d'ordre que sont les industriels, Exactement. de l'automobile ou autre pour votre métier. Alors on va revenir derrière, effectivement, sur le slide d'après. Cet enjeu aujourd'hui, alors on peut l'approcher à travers ce qu'on appelle chez Jeffco la gestion collaborative. C'est comment faire en sorte qu'on participe, que ce soit dans la supply chain de nos clients industriels ou de nos clients e-commerçants, dans le partage de l'information. Donc c'est-à-dire de mettre en place des outils, des systèmes qui vont faire en sorte aujourd'hui que le client et le fournisseur puissent se retrouver avec une information partagée pour gagner en efficience et éviter effectivement ces fameux stocks historiques qui permettaient d'asynchroniser la demande avec l'approvisionnement et qui coûtaient une fortune. Ce qu'on se rend compte maintenant, si on vient à la problématique, est-ce que la logistique industrielle doit s'inspirer du e-commerce? J'ai un slide un peu provoquant juste après, s'il vous plaît. S'il te plaît, Bruno. C'est qu'en fin de compte, la logistique industrielle est déjà quelque chose depuis un bon nombre d'années. Alors, on reviendra dessus après. Voilà, Richard, si vous voulez poursuivre, donc sur ces flux, notamment le pilotage des flux, le partage de l'information. Et... Voilà, exactement. Ce que je dis donc, ce qui peut unir effectivement les deux mondes de la logistique industrielle ou de la logistique historique et du e-commerce, c'est effectivement la gestion du flux d'information. Ça, c'est évident, parce que sur le partage ou la gestion ou la mutualisation du flux physique, on voit bien que les enjeux sont complètement différents. Ce qui demande donc, des transformations, j'imagine, et des investissements, des coûts de développement, sans doute. Hein. Exactement. Mais juste pour remarquer, en fin de compte, quand on dit souvent le e-commerce peut tirer aujourd'hui ou tire vers le haut la logistique industrielle, j'aimerais juste faire remarquer que la logistique industrielle, dans cette gestion collaborative de l'information, a déjà quelques temps d'avance. Hein. Si on sort un peu du monde de l'auto et qu'on va dans le monde de la grande distribution, on peut parler avec alors quelques mots savants, mais la GMA, la GPA, qui ont enchaîné derrière sur les flux physiques avec le pooling. Mais déjà, sur la gestion de l'information et cette volonté de pouvoir mieux se dédouaner de ce stock et de synchroniser la demande avec l'offre et la demande, on est déjà bien avancé dans le monde industriel. Cependant, ce que je dirais, c'est que maintenant, ce que peut amener le e-commerce, c'est certainement, de par, comme ça a été dit tout à l'heure, le comportement des consommateurs, cette volonté d'avoir une information de plus en plus accessible, de plus en plus fluide, ergonomique, voire ludique parfois, c'est l'évolution des outils de mise à disposition de l'information.
et notamment chez Jeffco depuis 2 ans, on a travaillé fortement sur des plateformes dites collaboratives à destination de nos clients ou des clients de nos clients. Alors je vais prendre 2 exemples. Sur la partie client de nos clients, on a travaillé avec PSA fortement pour optimiser la distribution des véhicules vers les concessionnaires avec un portail en ligne qui s'appelle le e-catalogue qui permet de faire de la customisation retardée sur les véhicules et tout ce qui sont les services associés effectivement à cette distribution, donc la préparation des véhicules, le nettoyage des véhicules, voire la pose d'éléments de carrosserie supplémentaires ou de stickers par exemple dans le cas de véhicules professionnels. Et ça maintenant c'est quelque chose qu'on gère directement en ligne, un petit peu comme vous pourriez faire une commande Amazon où là le concessionnaire donc avec son client va effectivement définir concrètement son besoin et va avoir directement la tarification en ligne disponible. Dans le dialogue, par exemple, avec PSA, est-ce que c'est une initiative prise par Jeffco par rapport à son client ou est-ce que c'était dans le cahier des charges, par exemple, d'un PSA de dire bah, nous, si on veut continuer à travailler ensemble, pour nous, puisqu'on est impacté au niveau des comportements d'achat des consommateurs, bah, il faut également que nos prestataires puissent évoluer. Comment ça s'est fait? Ou une démarche conjointe, je ne sais pas. C'est obligatoirement l'initiative du client, puisqu'on ne peut rien imposer à un client. On a été un peu force de proposition, mais je pense que c'est surtout une volonté commune d'optimiser cette chaîne aval, en l'occurrence. Là, on est plutôt sur la chaîne de distribution du monde industriel, et de voir comment on pouvait renforcer le service final. Et donc d'approcher au plus proche par rapport aux enjeux logistiques le client ou le consommateur dans cette chaîne de valeur. Donc ça, voilà, c'était... On va dire un partage complet avec PSA et la volonté toujours encore une fois d'aller plus vers le consommateur, d'améliorer le service rendu en finale. Et puis on a une deuxième évolution aussi assez notable à titre d'exemple sur nos systèmes d'information qui est une plateforme collaborative là, qui est plutôt liée à l'ensemble de nos clients dans les flux B2B sur le monde overland ou overseas où on propose toute une track and trace en temps réel, quelle que soit la typologie de flux et de prestations associées. Et derrière ça, il y a toute une batterie de KPIs qui permettent, au-delà de mesurer la performance sur un flux donné, de pouvoir regarder sur des clusters géographiques ou des clusters de typologie de produits ou d'usines ou d'entrepôts ou de magasins, qu'est-ce qu'on a rendu comme service en fonction des métiers et ainsi de suite sur le mois écoulé, la semaine écoulée et on peut remonter comme ça sur un historique très très long. Alors, on est un peu loin effectivement là, de cette volonté de faire du e-commerce et de vendre du produit en ligne, mais on est plutôt dans cette approche d'optimiser toujours l'information et son ergonomie. Et ça vient du monde du e-commerce qui nous apprend aujourd'hui tous les jours à travailler sur nos outils informatiques, de sortir du monde de la S400 comme on disait autrefois avec nos écrans monochromes et de rentrer maintenant sur quelque chose ultra moderne avec de l'information effectivement qui se met en forme et dont le fond est toujours le même, mais c'est juste de la mise en forme. Voilà. Mais c'est important cependant pour donner satisfaction. Merci Richard. Donc on parle pas mal de processus, on parle de technologie, on parle de système d'information, mais quid des hommes et des femmes qui font la logistique et de l'un et de l'autre, soit de l'industriel ou du retail ou du e-commerce? Est-ce qu'on trouve des compétences, des hommes et des femmes formés? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des transferts entre les deux mondes? Hugo, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, la question est assez vaste et l'idée de l'intervention ce matin, c'est d'essayer d'apporter une vision qui soit extérieure aujourd'hui en tant que nous, acteurs majeurs dans les recrutements spécialisés et notamment sur la partie supply en France. Donc, on intervient et on travaille aussi bien pour les acteurs traditionnels de l'industrie, pour la distribution, pour le e-commerce. Donc ça nous permet effectivement, en essayant d'avoir une jointure de tout cela, d'essayer de dépeindre, ce qu'on va essayer de faire là tout de suite, déjà les passerelles possibles entre les différents secteurs, et de l'autre, on va essayer de dépeindre on va dire le portrait robot d'aujourd'hui et peut-être le portrait robot de demain. Voilà. Vous mettez que la passerelle, elle est plus dans un sens aujourd'hui, a priori. Clairement, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit et ce qu'on remarque, c'est que la passerelle est principalement, exclusivement dans un sens, entre plutôt les circuits traditionnels, industriels ou distribution vers le e-commerce. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, bien évidemment, et notamment, effectivement, ça vient des grands groupes structurés, travaillant, on a parlé du B2B2C tout à l'heure, mais c'est quand même très important. On parle quand même depuis tout à l'heure, et je rejoins un peu Eric, parlait de logistique versus supply chain. Je pense que c'est extrêmement important, et nous on le voit depuis des années, où on accompagne beaucoup nos clients aussi. Finalement, là on voit des gros acteurs, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ne font pas encore la différence entre la logistique
logistique, la supply chain, Oui. la valeur ajoutée, à quoi ça sert. Et ça, tout secteur finalement d'activité confondu. Donc forcément, le e-commerce aujourd'hui qui est plus novateur va chercher des gens plus issus des grands groupes internationaux qui travaillent en B2B2C. Mais on va le définir un peu dans le profil, D'accord. dans le portrait robot après. J'y réfléchissais quand même ce matin. Et on voit quand même des passerelles qui peuvent se faire dans l'autre sens, mais alors plus sur la partie opérationnelle. C'est-à-dire plus côté prestataire logistique ou côté distribution, où on va aller chercher des managers de prestataires logistiques, des gens capables de prendre en main des équipes opérationnelles. Et on sait que Jeffco en est un bon acteur, mais pour la résistance à la pression en général, la résistance du client, peuvent être des profils qui peuvent être recherchés, là pour le coup, dans des circuits traditionnels. Mais effectivement, la passerelle étant encore, pour l'instant, plutôt dans un sens. Alors, le type de profil aujourd'hui, ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est d'essayer de me dire, OK, qu'est-ce qui est recherché aujourd'hui, par les nouveaux acteurs, par le e-commerce, et par l'ensemble des acteurs en général. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une recherche de profils capables de remettre en place des démarches d'amélioration continue estampillées, et donc une valorisation des formations d'ingénieurs et avec idéalement des certifications. Alors on en parlait, mais le lean management aujourd'hui est un vaste sujet qui est très demandé. Donc on peut parler d'une attractivité qu'exercent les profils issus de l'industrie. Globalement, on va essayer de dépeindre pourquoi. Alors pourquoi ? Parce que, et je pense que tout le monde en parlait tout à l'heure, il y a un besoin d'organiser, de contrôler des flux de plus en plus complexes. Il y a une image effectivement de bonne formation, j'allais dire, venant des grands groupes pour des nouveaux acteurs du e-commerce. Il y a une recherche d'expertise aussi qui est très propre à l'industrie. Et là, on va parler effectivement de processus SNOP, Sales and Operating Planning. On va parler de PIC, de PDP. Alors, effectivement, tout à l'heure, on parlait de planification, d'ordonnancement, etc. On est en plein dedans. Les basiques sont incontournables. Je pense que les basiques sont incontournables demain pour tous les acteurs. Et je pense que le multicanal aujourd'hui, la jointure entre la distribution, le e-commerce et l'industrie fait que demain, finalement, et on commence à l'entendre entre les historiques industriels qui commencent à acquérir aussi des acteurs du e-commerce et l'inverse, c'est vrai aussi. On voit des acteurs de la distribution aujourd'hui qui commencent à se transformer aussi en quelque part en faiseurs. On l'a vu avec Decathlon il y a quand même très longtemps, pour ne pas les citer. Il y a d'autres acteurs, d'autres grands acteurs de la distribution au sens large du terme, qui commencent aussi à devenir des makers. Donc tout se rejoint finalement, et je pense que dans les années à venir, tout va se rejoindre. D'où l'idée du SNOP. C'est ça. Qui est une polyvalence finalement. On veut des multi-compétences, quoi, finalement. C'est exactement ça. On veut de la multi-compétence, ce qui n'est pas forcément facile à avoir. D'autant qu'on peut rajouter à ça, effectivement, au-delà du lean, on peut rajouter la partie, entre guillemets, vision end-to-end. Alors là, on va reparler effectivement de master data, on va parler donc de big data en l'occurrence, d'être capable de mettre en place les bons KPIs et surtout de les interpréter. Et ça, encore une fois, on est plus dans l'historique des industriels que des e-commerçants aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que sur le marché de l'emploi notamment, ou quand on recherche et qu'on chasse des têtes pour la logistique du e-commerce, est-ce que quelque part c'est valorisé ? Est-ce que finalement les prétentions, ou du moins les offres des entreprises, des e-commerçants sont plus importantes parce que ces perles, ces pépites sont peut-être aujourd'hui plus rares. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Alors, il y a clairement une pénurie aujourd'hui sur le marché de profils qui auraient effectivement quelque part ce profil type qu'on vient de dépeindre ici. Clairement, quelqu'un qui est aujourd'hui sur une écoute passive, active du marché, on l'appelle comme on veut, se fera chasser extrêmement régulièrement par tout type d'acteurs et beaucoup d'acteurs du e-commerce et de la distribution traditionnelle. Ouais. Est-ce que vous avez un différentiel comme ça qui a un sens entre un acteur traditionnel et quelqu'un qui a cette compétence ou qui a une première expérience en e-commerce ? Est-ce qu'il y a des choses qui Qu'est-ce que vous appelez par différentiel ? Un différentiel en termes de salaire. Alors c'est la partie salariale, effectivement. Pour le coup, sur un métier aussi neuf que la supply chain, c'est extrêmement variable. Donc oui, il y a des différentiels qui existent. Maintenant, ça dépendra du passé et de l'expérience du candidat. C'est pour ça que c'est très difficile d'y répondre. Mais clairement, un bon chef de projet aujourd'hui, supply chain,
qui est capable d'intervenir en international, effectivement, a plutôt tendance à D'accord. plutôt bien se rémunérer sur le marché. Voilà. Ok. Merci Hugo. Peut-être que Jean y répondra puisqu'on va lui redonner la parole. On va revenir sur la FNAC, notamment sur sa manière peut-être de centraliser, de mutualiser les stocks. Il en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il va nous parler d'un processus. Peut-être qu'il en dira un mot sur comment attirer finalement les talents dans l'univers plutôt du e-commerce. Je ne sais pas s'il y a une politique particulière à la FNAC qui joue dans les deux mondes finalement. Oui. Alors, c'est vrai que le point numéro 2, là, sur lequel je voulais insister et illustrer aujourd'hui cette logistique e-commerce et comment elle se marie avec une logistique traditionnelle, c'est que voilà, l'enjeu de répondre toujours mieux à la demande des consommateurs, le bon produit au bon prix, au bon endroit et au bon moment, voilà, c'est une problématique qui est pas simple. Je parle de 8 millions de points de stock aujourd'hui à piloter. Et pour arriver du coup à répartir le plus efficacement possible le stock de l'entreprise, c'est vrai que la centralisation, c'est un élément assez clé et fondamental pour ne pas qu'il y ait de problème d'arbitrage entre je dédie plus de stock sur mon canal internet parce que je sais que j'ai un produit qui est pénurique au niveau de mes fournisseurs et donc le meilleur moyen de répartir la demande et de répondre à cette demande, c'est de le laisser en centrale et puis de le mettre à disposition du canal internet. Quand vous parlez de 8 millions de points de stock, ça correspond au SKU. Couple article magasin. Tout article, Voilà. en magasin ou ailleurs, c'est ça. Exactement. C'est des D'accord. couples articles magasin, donc c'est des niveaux de stock qu'il Oui. faut gérer, piloter, D'accord. donc savoir si j'en mets 1, 2, 3, 10, D'accord. 100. Voilà, donc ça c'est tous les jours. Il y a ce stock-là qui est en temps réel, donc on voit bien qu'on est très vite dans une problématique de big data. Oui. Finalement, donc l'optimisation, ça passe par de l'algorithmie. Et pour revenir sur les profils aujourd'hui que je recherche, moi aujourd'hui, mon enjeu d'optimisation, il va être d'être capable d'avoir des data scientists pour aider et accompagner à optimiser cette répartition de stock qui est très diverse. Quand on a un nouveau Samsung S7 qui sort avec une demande très forte au démarrage et un stock qui est très faible, la question c'est qu'est-ce que j'en fais de ce stock? Est-ce que je le mets en magasin pour que tout le monde en ait un peu et puisse le présenter à ses clients? Est-ce que je le laisse en centrale sur l'entrepôt et puis les internautes et les magasins en commande client pourront le prendre? Donc ça c'est un cas. Et puis à l'opposé, on va avoir des produits éditoriaux avec des grosses sorties, un nouvel Astérix, où là on n'a pas de problème de disponibilité de produits en amont. Et donc là l'enjeu c'est plutôt d'arroser large, on va dire, pour présenter, massifier les produits. C'est ça. Est-ce que le fait de faire ou de pouvoir faire du prédictif, ça peut vous aider? C'est-à-dire que quand il y a, pour un événementiel, un produit qui va sortir, on sait un petit peu, on connaît, c'est l'intérêt du B2C, on connaît, on suit son client et on sait s'il est probable ou non qu'il l'achète. Donc ça peut permettre d'allouer ou d'avancer les stocks. Est-ce que c'est des domaines sur lesquels vous allez, ce prédictif, faire de la prévision fine liée aux consommateurs? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous allez aujourd'hui? Oui, c'est des choses qui ne sont pas encore intégrées dans les algorithmes de réapprovisionnement et de dispersion du stock. Mais c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler et de mener des études pour remonter la chaîne, notamment l'intégration des clics sur le site internet. Aujourd'hui, les clients, les internautes, quand ils se connectent sur la page, il y en a un certain nombre qui va être aussi géolocalisé. Et donc, on va pouvoir aussi mailler le clic avec une dispersion géographique et donc pouvoir savoir qu'il y a un appétit plus fort sur le nouvel iPad Pro à Marseille, à Paris et à Lille que, je sais pas, à Bordeaux et à Nantes, par exemple. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, d'analyser les données pour en tirer des éléments de prédiction et de connaître un peu la fiabilité Bien aussi sûr. de cette prédiction. Parce c'est ça. on peut toujours rêver d'un monde idéal où on arrive à tout prévoir. Et là-dedans, il y a quand même une incertitude. C'est vrai que dans la l'absolu, demande. ça paraît génial parce que ça veut dire que si le client, on se dit, il est très probable qu'il achète, on peut effectivement, le moment où il va acheter, où il fait son clic d'achat, on peut pratiquement le livrer assez rapidement parce que le stock a déjà été avancé. Et ça, c'est génial. J'avais une question par rapport, vous différenciez deux modes de livraison ou de retrait par rapport aux consommateurs. Click and collect, c'est dans
on va dire dans le langage commun maintenant des retailers et même de la logistique en général, et le click and mag. Quelle différence vous faites entre les deux? Ouais, le click and collect, c'est vraiment une réservation qui est faite par la plateforme internet, donc par Fnac.com, sur du stock qui est déjà en magasin. Ok. Voilà. Et le click and mag, c'est un relais colis, un retrait magasin d'un produit qui n'était pas à l'origine dans le magasin, mais qui va arriver dans le magasin à J+1 de la commande. Parce qu'aujourd'hui, on a décalé notre cut-off pour tout dire. On est à 18h, donc on a une promesse d'une commande qui est faite jusqu'à 18h. Elle peut être livrée en magasin toute France le lendemain. C'est ça, d'accord, effectivement. Oui. C'est une opération presque de cross-docking finalement, quelque part. Le click and collect c'est ça? Non, le click and collect, c'est vraiment une préparation in-store. Dans le magasin. Sur du stock en magasin. Alors que l'autre, c'est vraiment. Alors que l'autre, c'est un stock qui vient d'ailleurs. C'est ça, c'est du cross-dock. Plateforme centrale, etc. On peut l'imaginer ou le ramener à du cross-docking. D'accord, très bien. Est-ce que vous vouliez dire autre chose sur cette chaîne donc, de centralisation qui permet d'allouer au mieux les pour stocks? moi, les éléments clés d'optimisation, c'est d'arriver à centraliser et du coup de disposer d'une seule équipe pour piloter le stock et puis pouvoir du coup optimiser le BFR et réduire le capital investi dans l'entreprise sans diminuer la disponibilité des produits. Et en termes de performance, moi j'ai envie, quand vous dites réduction du BFR, je dis c'est super, c'est génial, on a envie de savoir un petit peu de quelle est la tendance, quoi, de 50%, de 20%, de 2%? C'est quoi le gain ou la performance? Allez, une fourchette sans trop vous avancer. Ouais, on est sur 2-3% par an. 2-3% par an. Depuis 3 ans. Aujourd'hui, effectivement, dans la sphère actuelle, c'est important. Ok, merci Jean. On va repasser la parole à Eric. On revient sur l'industriel, sur l'automobile. Il y a d'autres impacts et d'autres phénomènes que le e-commerce qui joue. Oui, je me suis posé la question à l'inverse de ce qui n'était pas propre au e-commerce et qui nous impactait aujourd'hui. Donc la première idée qui m'est venue, c'est des nouvelles technologies disruptives qui sont disponibles maintenant ou qui arrivent pour tout le monde. La question étant comment on les utilise pour améliorer l'agilité de nos process industriels. Donc on utilise déjà par exemple des AGV de manière intensive dans nos usines. Mais on voit apparaître des moyens beaucoup plus flexibles, des robots collaboratifs, de l'IoT, de la visibilité temps réel, des contrôles qualité automatisés, de l'impression 3D éventuellement, soit pour des pièces de faible consommation ou pour des pièces de personnalisation, et de la modélisation de simulation des flux qui nous relie d'ailleurs à notre SNOP pour permettre de préparer nos process industriels en conséquence. Donc la question ici, elle est plus de prioriser. Donc on a défini, nous, une vision de notre usine et supply chain du futur et qu'on revoit chaque année de manière à cadrer nos travaux dans le domaine et les prioriser. Deuxièmement, ce qui est pas spécifique, on en a déjà parlé, donc je vais aller vite, c'est le lien physique virtuel. Hein. Nous, on organise depuis très longtemps le lien entre nos clients sur Internet et nos réseaux. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il semble y avoir une convergence des modèles, puisque même Amazon crée des librairies maintenant en physique. Donc, c'est plus le tout Internet ou le tout magasin. Le physique a un sens, clairement. Le physique a un sens. À nous, effectivement, d'organiser ce lien. Donc, on a beaucoup de programmes dans ce domaine. Et puis, le troisième point, mais là aussi, beaucoup d'intervenants en ont parlé, c'est le Lean qui me semble la base commune. Et je dirais le Lean encore plus que jamais. Pourquoi? Puisque la réduction de ces délais pourrait s'accompagner d'une augmentation des coûts importants ou des stocks. L'idée étant bien de réduire les deux. Le Lean nous apprend d'ailleurs que baisser les lead times, c'est extrêmement productif et qu'on a souvent trop tendance à réduire nos lead times ou nos fréquences de transport, par exemple, pour gagner à court terme quelques sous, mais qu'on perd par ailleurs, soit en stock, soit en conditionnement, soit en je ne sais quoi. Donc la baisse des lead time toujours, le respect du nominal, on a parlé de tenue de la promesse tout à l'heure, et donc je suis assez à l'aise avec certaines organisations industrielles que je vois dans les magasins e-commerce. D'accord, ça vous rassure? Oui, d'ailleurs nos magasins pièces de rechange ressemblent beaucoup avec des cut-offs aussi à 18h, livraison le lendemain matin, sur les pièces urgentes. Donc des convergences très fortes entre les deux mondes. Absolument. Merci Eric. Je propose à Olivier de faire une synthèse, conclusion, puis on prendra des questions de la salle, on a un peu de temps. Merci Bruno. Écoutez, en écoutant les interventions et le dialogue,
je suis assez impatient de vivre les années à venir, je dois dire. L'avenir est parfaitement incertain. On ne sait pas où va évoluer, vers quoi va évoluer la logistique au sens large, la supply chain. Les rôles des uns et des autres vont se redessiner. Alors j'étais un peu provocateur tout à l'heure en demandant si la Fnac et Gefco étaient concurrents, mais c'est vrai qu'on voit des prestataires logistiques, on voit des acteurs du e-commerce offrir des services logistiques à certains à d'autres magasins en ligne plus petits. Donc la question peut se poser. Donc cet avenir est parfaitement incertain, mais ce qui est une certitude, c'est que les nouveaux modes de consommation sont en train d'infuser dans la totalité de la chaîne, et pas seulement vers le B2C, mais à travers tous les rangs de fournisseurs. Et cette nouvelle culture de consommation des consommateurs, elle va demander plus d'agilité, plus d'exigence sur l'exécution. Elle implique également une complexité accrue dans les processus et dans les gammes de produits à gérer. Elle implique des nouvelles compétences. On parlait tout à l'heure de data engineer. Elle implique également des nouveaux parcours de carrière, des perspectives nouvelles pour les professionnels de la supply chain. Donc tout ça est assez passionnant. Alors je voulais revenir sur mon image du départ où l'Homo sapiens n'était pas un successeur de l'homme de Néandertal. Les anthropologues ont cru longtemps que l'homme de Néandertal avait disparu face à un nouvel arrivant qui était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus habile que lui. Mais les dernières recherches montrent que finalement, il n'a pas disparu, il s'est fondu. Hein, les deux espèces ont fusionné. Et chacun de nous a en lui des gènes de Néandertal. Nous avons un peu de la force de l'homme de Néandertal. Et nous avons l'intelligence et l'habileté de l'Homo sapiens. Donc je prédis une logistique du futur qui prendra le meilleur des deux mondes actuels. Voilà, il faut prendre vos questions. Il arrive, on l'a retrouvé l'homme. Merci Olivier. On a quelques minutes, on a 5-10 minutes pour prendre quelques questions. Donc manifestez-vous, je voudrais remercier nos intervenants. On a vu que notre table était très masculine, est-ce à dire que la logistique du e-commerce est encore une affaire d'hommes quand même. Dans quelques instants, on laissera la parole à Isabelle Badoc, donc on verra le contraire, je pense. Plus sérieusement, avez-vous des questions qui vous brûlent les lèvres? Dans ce cas-là, vous faites signe. Je pense qu'il y a un micro baladeur, ou du moins on essaiera de capter votre question et d'y répondre. Est-ce l'appel du ventre? Alors, on me fait signe, donc je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade, sinon vous allez parler bien fort. On va essayer de prendre votre question. Je ne vois pas de micro baladeur. Ah si, c'est bon, très bon. Voilà, monsieur devant, merci beaucoup pour la question. Vous simplement vous dites qui vous êtes, l'entreprise, et comme ça, on essaiera de prendre la question et d'y répondre. Bonjour, Geoffroy de Grand-Maison, Forestia. Et j'avais envie de demander à chaque intervenant de la table ronde de nous dire quelle est pour lui, par rapport au sujet, l'entreprise modèle qu'il voudrait imiter ou dépasser. Alors, qui veut commencer, messieurs? L'entreprise modèle. Moi, je peux répondre. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas une entreprise modèle dans le secteur du e-commerce et du retail qui a réussi à tout packager, intégrer et qui a une qualité d'exécution parfaite. Donc voilà, l'enjeu pour la Fnac, en tout cas, c'est d'arriver à faire cette synthèse. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Donc pour moi, il n'y a pas un acteur. Voilà, il y en a plusieurs qui sont très pointus dans un domaine. Voilà, on pense forcément à Amazon sur le e-commerce qui est une énorme machine de guerre, mais qui n'a pas cette capacité de mailler avec des magasins. Et donc forcément, voilà, c'est un manque pour eux. Merci Jean. Richard? Alors ouais, après sur le modèle commercial, je n'ai pas vraiment d'avis. Moi, je reste persuadé que sur le modèle de production logistique, pour rester sur notre débat, on est sur des schémas de production qui aujourd'hui sont complètement différents. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'en amont, sur la logistique industrielle, on reste sur des sujets de massification, même si aujourd'hui on cherche de la proactivité
Alors, on pourrait prendre l'exemple du flux synchrone dans l'auto, mais on sait très bien que le flux synchrone reste une certaine forme de vision, mais qui coûte très très cher pour répondre à une problématique de bord de ligne, voilà, ou de diversification de plus en plus importante des modèles. Alors que sur le e-commerce, là, on a une obligation, je dirais, de livraison unitaire, donc avec des schémas qui n'ont rien à voir. La preuve, les réseaux aujourd'hui sont différents. Les réseaux de production en termes de prestations logistiques ne sont pas les mêmes. Que ce soit dans les entrepôts, il y a des spécialistes de la logistique de e-commerce. On parlait de Morin autrefois, qui a été racheté par le groupe Poste, la Poste, et maintenant Via Poste. Voilà, et qui a des schémas de production d'entrepôts qui n'ont rien à voir avec les entrepôts classiques de retailers. On va prendre le modèle Carrefour, par exemple, exploité par certains de nos concurrents. Et on voit bien, cette gymnastique logistique et cette organisation est complètement différente. Et pareil sur la partie distribution, les réseaux de messagerie n'ont rien à voir avec les réseaux de monocolistes. Donc, voilà. D'accord. Merci, Richard. Alors de mon point de vue, l'entreprise modèle de mes rêves n'existe pas. Ce serait un prestataire qui serait capable de se suppléer à mes équipes et à prendre en charge la totalité de la supply chain de Forestia et nous apporter toutes les bonnes pratiques en temps réel des différentes industries. Voilà. Malheureusement, il n'existe pas encore, ou en tout cas, je ne l'ai pas encore rencontré. Merci. Olivier. Eric. Dans l'automobile, je pense que notre modèle cible n'existe pas encore. Ce serait notre usine du futur. Par contre, il y a des modèles intéressants. Si on prend Tesla qui vend sur Internet, alors avec des délais effroyablement longs, mais qui vont sur Internet, on commence à avoir des prestataires sur le marché, notamment de l'occasion, Caramis Auto par exemple, etc., qui vendent sur Internet. Donc on voit que un petit bout du sujet, notamment la partie aval, commence à bouger. Le modèle idéal, ce serait celui qui arrive à être aussi agile que ce qu'on est sur l'amont et aussi lean que ce qu'on est sur l'amont, amont dans l'automobile. Beau défi. Mais sur la partie aval. Donc je vous encourage à aller voir notre film sur l'usine du futur, ça vous donnera une idée de ce qu'on essaye de mettre en place sur YouTube. D'accord. Hugo ? Moi, je ne vais pas répéter effectivement ce qui a été dit principalement. Je suis très d'accord avec Jean et Olivier. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de groupe idéal. Et ce serait la jointure de beaucoup de groupes. Et je pense que c'est ce qu'on va retrouver, ce que disait Olivier dans la conclusion tout à l'heure, c'est ce qu'on va retrouver dans les années à venir et ce qu'on a hâte de voir. Très bien. De mon point de vue, moi je dirais c'est une entreprise qui doit rester rentable. Parce que souvent, avec les nouvelles formes, les nouveaux comportements de consommateurs, les nouveaux comportements d'achat, les nouveaux processus développés, on a parlé un petit peu de livraison tout à l'heure, j'aime bien faire la différence entre la livraison gratuite et la livraison offerte. Une livraison n'est pas gratuite, elle l'est pour le consommateur si on veut, mais pour le e-commerçant ou pour le prestataire, quelque part, ou pour l'industriel, il l'a fait payer, il la valorise, donc il y a un coût logistique. Il y a un coût à la logistique. Donc toutes ces logistiques dont on parle, elles coûtent. Donc soit on en fait cadeau à nos clients, ça veut dire que peut-être que notre marge elle est importante, et tant mieux si on fait des cadeaux. Mais il faut en avoir une idée de la valeur de ces logistiques, et quelque part ne pas mettre à mal la santé financière de l'entreprise au risque de disparaître et d'entraîner parfois des marchés. On a vu la bulle Internet, d'entraîner des marchés vers le fond. Donc attention aux grands e-commerçants, on en connaît certains qui ne sont pas rentables, ou toujours pas. Donc prudence. Rentabilité, elle est nécessaire. On a des choses à apprendre là, notamment du B2B. Hein, et c'est pas facile. Merci à vous, il est 12h30. On peut applaudir nos intervenants. Donc Jean, Richard, Olivier, notre président, Eric et Hugo. C'est Isabelle Badoc qui va prendre la parole dans quelques instants dans cette même salle. On va parler de promesses de livraison dans le e-commerce. Il sera à nouveau question de la FNAC. Hein, puisque Générix, c'est sous la bannière Générix. Je resterai à la table pour faire le modérateur, même si à mon avis, il n'y a pas besoin avec Isabelle. Et puis on aura une femme, on va parler de logistique, comme quoi les femmes dans la logistique ont vraiment leur place. Merci messieurs.